Merci, Monsieur le Président. Je me suis autorisé à créer moi-même un fuero, c'est-à-dire une franchise qui me donnera 20 minutes de communication pour céder à mon collègue et ami Alain Le Gallot 10 minutes. Cela fait partie de la franchise que je lui ai donnée et ça me fait plaisir de les lui confier. Alors, je vais simplement vous parler ici d'un sujet qui est presque d'un sujet d'actualité pour ceux qui ont suivi il y a quelques jours l'actualité espagnole et notamment les préoccupations du peuple castillan par rapport à la question catalane. Alors, peu de questions, il faut le dire, ont été aussi vivement débattues dans l'espace politique espagnol que celles des fueros au cours des derniers siècles. Pour simplifier la discussion, fueros est synonyme de franchise et c'est à ce titre que les Espagnols se sont accoutumés dans leur région à entretenir un certain nombre de libertés publiques. Et ce sont là des questions qui sont encore assez obscures sur le plan historique. La fréquence des référencements aux anciennes franchises juridiques hispaniques dans l'historiographie n'a pas toujours impliqué l'abondance de la recherche historique proprement dite. Et à l'époque moderne, le système constitutionnel s'est manifesté ouvertement contre les droits historiques, ce qui veut dire que la Constitution espagnole de 1978 a ignoré les fueros, mais cela était vrai depuis la fin du XIXe siècle. Dans certains préambules constitutionnels, il reste que les fueros ont pu être invoqués comme des précédents autochtones médiévaux de certaines libertés politiques, mais plus souvent dans un sens mythologique. Le principe constitutionnel de l'abolition des fueros n'a pas été confondu avec la fondation d'un État revendiquant son caractère unitaire et pas davantage les projets autonomistes n'ont assimilé à leur structure le modèle foral. L'histoire récente de l'Espagne porte encore la marque de cette dissymétrie entre les approches fédérales d'un appareil constitutionnel résolument libéral et les identités localistes défendues jadis par un carlisme nettement conservateur. C'est dire que la question ne manque pas d'ambiguïtés sur lesquelles, plus qu'en toute autre matière institutionnelle, pèse le poids de l'histoire. En effet, l'Espagne est toujours apparue comme une terre de grande diversité par sa nature, son relief, sa culture, son économie ou ses sociabilités. Le processus d'unification s'est par conséquent réalisé avec beaucoup de soubresauts et non sans contradiction. Déjà au Haut Moyen Âge, la conquête musulmane de la péninsule ibérique avait signifié sur le plan juridique la rupture de l'unité qui avait été accomplie grâce au liber judiciorum, la lex visigotorum, appelée aussi en Espagne fuero rusgo, corpus législatif du royaume wisigoth, nonobstant la pratique éventuelle de certaines coutumes étrangères aux monuments barbares. Cette situation avait généré de nouveaux statuts juridiques variables selon les circonstances et les territoires, mais c'est surtout le début de la Reconquista qui va donner lieu à la formation de divers royaumes chrétiens et à la formulation d'un droit nouveau et pluriel, caractérisé par le fait qu'il s'agissait en général d'un droit essentiellement local. L'entreprise ne signifiait pas seulement vaincre militairement l'occupant musulman, il visait aussi à repeupler les espaces conquis. C'est la raison pour laquelle la plupart des fueros qui ont été mis en œuvre à partir des XIe, XIIe siècles concernent le repeuplement de l'Espagne dans des territoires jadis occupés par les musulmans. Dans les territoires qui présentaient cet intérêt, en raison de leur valeur économique ou stratégique, les princes chrétiens ainsi que les seigneurs laïcs et ecclésiastiques de la péninsule ibérique accordèrent une série de privilèges afin d'attirer des colons comme moyen d'assurer la protection des limites frontalières et de les revitaliser. Les monuments dans lesquels ces privilèges étaient consignés étaient appelés cartae civitas, les chartes de la ville, ou cartae populationis, chartes des populations. Les concédants des chartes municipales étaient les seigneurs de ces territoires, agissant de leur propre initiative, ou en tant que délégués du roi, ou parfois à la demande des sujets. Dans ce dernier cas, ces accords présentaient le caractère de pacte. Les chartes les plus anciennes datant du IXe siècle ont été accordées jusqu'au milieu du XIIe. À partir du Xe siècle, le droit local a commencé à être établi par écrit, rassemblant des normes de sources diverses.
Ce processus aboutit à la rédaction de nouvelles chartes qui prirent la forme de privilèges royaux et qui se présentèrent sous une nomenclature renouvelée. Les titres sont divers: Cartae Fori, Cartae Libertatis, Confirmationis, Privilegi, entre autres formules retenues. Les historiens prirent l'habitude de les qualifier de fueros breves en raison de leur longueur limitée par rapport aux diplômes qui les contenaient. Les chartes comprenaient donc les coutumes de chaque localité, outre les privilèges que leur accordaient les princes, ainsi que l'ensemble des dispositions qui préservaient les droits de la noblesse, du clergé et de leurs vassaux. À l'origine, les intentions des habitants étaient d'inclure les droits publics, le droit privé en étant quasiment exclu. Et ce n'est que progressivement qu'il fut intégré dans la législation forale. La raison en est que les droits en discussion couvraient avant tout les revendications auxquelles aspiraient les populations. Pour la constitution de ce pacte, un contre-saint royal était nécessaire, car même si de telles revendications avaient été discutées avec un noble de rang inférieur, c'est le prince suzerain qui jurait de respecter et de faire respecter ses droits revendiqués. Ces fueros, donc franchises, contenaient l'ensemble des lois et libertés accordées au repeuplement d'une ville, c'est-à-dire à une population sans seigneurie ou dont la seigneurie dépendait du roi. Elles détaillaient les libertés comme l'élection du maire, les hommages à la couronne, l'obligation de prêter assistance au service militaire royal, ainsi que de nombreuses prérogatives qui rendaient l'homme de la ville plus libre, quoique la féodalité ait été moins imposante en Espagne. Dans le détail, et renonçant à toute prétention d'exhaustivité, on s'intéressera aux premiers fueros du royaume de Léon, dont vous voyez les frontières à l'écran, les documents émanant des communautés locales et des communautés de Léon et de Castille, qui sont en général peu nombreux au milieu, ou tout au moins avant le milieu du XIIIe siècle. Les documents qui nous ont servi d'étude sont les documents qui ont été l'objet de l'édition latine de ces fueros. Le premier document que vous voyez au bas de l'écran, le royaume de Léon et de Castille, vous en voyez le dessin à l'écran, et le deuxième document viendra peut-être ultérieurement. Ce travail de base sur les fueros des actuelles provinces de Léon correspond en grande partie aux anciens évêchés de Léon, Astorga, Zamora et Palencia. Au total, merci beaucoup, ça a bien marché. Non, rien fait. Eh bien, ça a marché. Au total, il y a environ 120 fueros qui ont été édités, qui datent des règnes d'Alphonse VI, 1066, 1109, et de Ferdinand III, 1217, 1253. La plupart d'entre eux datant de l'époque de la division des royaumes de Castille et de Léon. Vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs l'évolution généalogique des deux royaumes qui ont été d'abord unis, qui ont ensuite été séparés et qui se sont retrouvés unis au temps de Ferdinand III. Ces informations sont parfois complétées par d'autres documents de l'époque afin de mieux illustrer ce que j'essaierai en tout cas de faire, le sens de l'expression « habiter un lieu ou un territoire ». Le cadre chronologique correspond à la période de concession de ce qu'on a appelé les fueros buenos, les meilleurs fueros en tout cas de Léon, et l'étude s'arrête avant qu'Alphonse X ne favorise la récupération du droit romain et le développement de la fiscalité royale. Premier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est d'abord une première perspective sur le lexique. Dans l'historiographie espagnole, les fueros sont appelés les fueros d'un lieu. Ce n'est pas exact, car les fueros ne sont pas accordés à un lieu, mais aux hommes ou à la communauté qui vivent dans ce lieu ou à ceux qui dépendent d'un seigneur dans ce lieu. Comment ces hommes sont-ils désignés? On observe que dans les éditions latines, le terme le plus courant qui est utilisé est homines, qui est utilisé dans environ la moitié des cas. Il est davantage utilisé dans les chartes accordées par les cathédrales et les monastères que dans les chartes royales. Son hégémonie a duré au moins jusqu'en 1230, sans changement chronologique majeur. Ce nom est habituellement complété dans plus de la moitié des cas par un verbe indiquant le fait d'habiter un lieu. Plusieurs termes sont utilisés, morare, habitare, populare. La racine de l'un de ces verbes, populare, est la même que celle du nom utilisé dans près d'un quart des cas, c'est-à-dire populatores. Son utilisation est plus fréquente dans les nouvelles villes ou villages
qui se crée dans ce que les Espagnols appellent les cartas de población, c'est-à-dire les chartes de peuplement. On retrouve une proportion similaire pour le substantif concilium, qui ne désigne pas des groupes d'individus, mais des communautés organisées. Très rare avant le milieu du XIIe siècle, il s'impose ensuite dans un tiers des cas des études que nous avons observées. Il est significatif que ce terme soit le plus utilisé dans les chartes royales devant homines et qu'il soit également fréquent dans les chartes monastiques. Plus rarement, on utilise les termes de varon, habitator, ou des noms qui soulignent la dépendance avec le seigneur, la catégorie du lieu ou encore la condition de propriétaire. Outre les noms, il faut souligner l'importance des verbes qui les complètent dans un tiers des cas. Le plus fréquent est morare, 14 cas, nous avons relevé, plus de comumrare, suivi de populare, 13 fois, et habitare, 10 fois. Tous soulignent le fait de vivre dans un lieu avec de légères nuances. Populaire, en effet, indique généralement une action plus dynamique, celle de venir vivre, tandis que comorare souligne la dimension collective. Cette analyse du lexique ne concerne que les expressions utilisées au début du fuero pour désigner ses destinataires. Si l'on analyse l'ensemble, on constate que dans un même fuero, plusieurs noms ou verbes sont utilisés comme synonymes. Ainsi, dans la charte d'Espinosa, qui a été fondée en 1200, eh bien, cette charte s'adresse aux habitatores, mais les désigne aussi comme homines et populatores, et mentionne en même temps le conseil local. Terme important qui va être utilisé notamment dans les chartes, c'est le terme de vicinus, c'est-à-dire voisin. Et ce terme est systématiquement utilisé pour désigner notamment les colons, ceux dont les chartes, justement, tentent d'inviter à repeupler certaines régions de l'Espagne. Ce nom de vicinus apparaît dans près d'un tiers des fueros à partir de l'époque d'Alphonse VI. L'utilisation fréquente du possessif, on trouve souvent l'expression su vecino, c'est-à-dire son voisin, renforce ce sens de la relation interne entre les habitants d'un lieu. Le nom vecino, mais pas l'adjectif au sens de proximo, en référence à un lieu ou à une mort, est rarement utilisé dans la documentation de la région étudiée, comme le montrent les collections de la cathédrale de Léon ou du monastère de Sahagún, qui constituent une grande part des études des fueros. Entre 1068 et la mort d'Alphonse VII en 1157, seuls 4 documents, dont 2 chartes, l'utilisent. Au cours du siècle suivant, ce chiffre est passé à 7, 2 fueros, plus 3 qui parlent de vicinitas. Et dans ce contexte, la troisième partie de fueros, qui utilise le terme de vecino, est relativement abondante. Deuxième thème qui est abordé par les fueros, c'est la question de l'habitation, comment devenir habitant. Les fueros accordent une attention particulière aux conditions dans lesquelles les maisons et les terres peuvent être détenues dans un lieu et comment et à qui elles peuvent être vendues. Les seigneurs étaient très soucieux de sélectionner leurs dépendants afin d'assurer la perception des loyers. Cela permet d'obtenir des informations intéressantes sur la manière dont les gens s'installent dans un lieu. Dans la région et à l'époque étudiée, la dépendance d'un homme à l'égard d'un seigneur s'établissait principalement par le biais de la parcelle de terre sur laquelle il vivait. Ce niveau de seigneurie se superpose surtout à partir du XIIe siècle à une seigneurie sur l'ensemble de la ville qui coïncide parfois avec la précédente. Les hommes sont vassaux du seigneur de la parcelle qu'ils habitent, mais ils sont généralement propriétaires de la maison construite sur cette parcelle. Les seigneurs réglementent donc les conditions dans lesquelles un homme peut acquérir ou construire une maison. La possibilité d'habiter ou de posséder une maison dans un lieu est conditionnée par le ou les seigneurs. La relation maintenant des habitants avec le seigneur du lieu ou éventuellement les seigneurs extérieurs. De nombreuses chartes contiennent une clause selon laquelle quiconque reçoit des domaines d'un seigneur d'un lieu doit devenir le vassal de ce seigneur et ne peut en avoir d'autres. Ça, c'était le principe de la féodalité. La première charte de Sahagún en 1085 punissait quiconque prétendait avoir un autre seigneur de la perte de la maison et de l'expulsion, voire même de l'emprisonnement, une peine que la deuxième charte
de Sahagún en 1152, c'est-à-dire près de 70 ans après, limité seulement au cas où le colon revendiquait un autre seigneur à l'intérieur de la ville, sans exclure, et là nous voyons le tempérament, la possibilité d'en avoir un à l'extérieur de la ville. Cette dernière possibilité est implicitement ou explicitement admise par une minorité de chartes sous certaines conditions. Voyons maintenant quels sont les droits des voisins et étrangers. Les voisins qui ont en réalité la qualité de colons. Droits et obligations. La qualité d'habitant d'un lieu est généralement une condition nécessaire pour pouvoir profiter de son territoire et jouir de son statut juridique différent de celui des lieux ou territoires voisins. Il entraîne des obligations à l'égard du seigneur, du roi et des autres habitants du lieu. Les chartes précisent les obligations envers le seigneur et les droits des habitants vis-à-vis du seigneur et de ses agents ou du roi. Le fait d'être colon ou résident d'un lieu permettait de posséder des biens immobiliers dans ses limites, qu'il s'agisse, et c'est l'expression qui est utilisée, prestimonios, c'est-à-dire des biens détenus par le seigneur à perpétuité et qui n'étaient pas loués, ou de ce que les textes appellent les hereditates, c'est-à-dire des biens transmissibles par héritage. C'est pourquoi il est fréquent que les chartes de population imposent l'obligation de résider pour jouir des biens concédés par le seigneur. Ainsi, l'évêque de Zamora, en donnant un héritage aux colons, a imposé la condition qu'ils y demeurent avec leurs femmes et leurs enfants. Des exigences similaires apparaissent dans d'autres chartes dans lesquelles il est stipulé que celui qui n'habite pas le lieu perd son héritage dans le district, même s'il l'a acheté. Autre point évoqué par les fueros, les degrés d'intégration dans la communauté locale. Les réglementations légales des charges, les charges fiscales ou l'entraide ne s'étendent pas nécessairement de manière égale à tous les habitants d'un lieu à un moment donné. Ainsi, des hommes de passage dans un lieu pour des raisons commerciales ou autres pouvaient y mourir. Ce ne sont évidemment pas des personnes intégrées à la communauté locale, mais tous ceux qui vivent dans un lieu ne font pas non plus tous partie de cette communauté, du moins pas de la même manière. Différentes chartes font la distinction entre ce qu'ils appellent les homines des palacios, c'est-à-dire les hommes du palais, et les voisins ou hommes de la ville. Les premiers se caractérisent par le fait qu'ils sont sous la dépendance directe du seigneur du lieu, qu'ils sont ses serviteurs, qu'ils exploitent ses terres, qu'ils résident dans le centre seigneurial sans être sous l'autorité du conseil municipal. Mais si le seigneur peut avoir ses homines de palacio, les voisins de certaines localités peuvent avoir aussi leurs propres vassaux. Dans une charte de Palenzuela, le roi encourageait notamment les chevaliers à venir vivre dans la ville, non seulement eux-mêmes, mais aussi en amenant leurs paysans dépendants, qui devaient payer alors les droits dus au roi avec le reste des hommes de la ville, en donnant à leurs seigneurs ce qu'ils avaient convenu. Autre point d'étude qui est intéressant, qui concerne le statut de ceux qui n'étaient pas catholiques. Les juifs et les musulmans disposent d'un système juridique spécifique. Du point de vue judiciaire, ils avaient leurs propres lois et leurs propres juges, mais en cas de litige avec les chrétiens, les chartes, notamment de Belver et de Castroberde, stipulaient que le litige devait être réglé par un juge chrétien. Une autre charte, la charte de Morados, stipule que les pénalités judiciaires payées par les juifs qui habitent sont versées au roi et au lieutenant, tandis que les pénalités des voisins, c'est-à-dire les colons, sont réparties entre l'évêque et le conseil. Je voudrais aborder un dernier point avant de conclure, c'est la question des paroissiens et des habitants. Les fueros accordent peu d'attention aux églises, à l'exception de celles de certains seigneurs ecclésiastiques. Ainsi, une bonne partie des fueros de la cathédrale de Zamora ordonnait aux habitants de verser la dîme et les prémices de leur exploitation agricole à l'église locale. Pour l'évêque, la dîme était une autre de ses rentes, d'où son intérêt à l'indiquer, surtout lorsque l'installation de nouveaux colons était en vue. Le paiement de la dîme et l'obligation de résider dans le lieu impliquaient le fait d'être paroissien de l'Église, même si ce terme était rarement utilisé. Il faut également mentionner la possibilité offerte par certains monastères cisterciens aux habitants d'un village et de leur seigneurie de devenir ce qu'ils appellent parents du monastère, et de s'y faire enterrer en donnant un tiers de leurs biens.
En tant que seigneur, le monastère avait intérêt à recevoir une partie des biens du défunt comme droit de sépulture, mais cette possibilité permettait sans doute de créer une relation particulière entre le seigneur monastère et certains des vassaux habitants du lieu, en faisant d'eux ses parents. Quelques chartes incluent un autre aspect de la relation entre les habitants d'un lieu et l'église locale, notamment le droit du conseil de présenter l'ecclésiastique de l'église, seul ou avec le seigneur. Conclusion, les fueros sont des documents accordés par les seigneurs d'un habitant d'un lieu, bien que derrière cet octroi, il puisse y avoir une négociation avec la communauté locale ou avec certains de ses membres. Cela a favorisé l'information sur les relations entre le seigneur et la communauté, plutôt que sur celles des habitants entre eux. Le seigneur apparaît dans les chartes en stimulant l'arrivée de nouveaux habitants et en déterminant ce qui peut devenir habitant et à quelles conditions. Cependant, c'est la communauté locale qui accueille les nouveaux colons et les intègre en son sein, faisant d'eux des voisins, comme on disait au XIIIe siècle. Le seigneur apparaît ainsi en réglementant les conditions d'exploitation de la zone, le régime juridique de ses habitants ou les loyers qu'ils doivent payer. Je vous remercie de votre attention.